Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry. Bonjour à tous et bienvenue dans Vos Animaux. Merci à vous pour votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Alors au programme aujourd'hui, l'hiver peut aussi être une saison difficile pour nos animaux de compagnie, surtout s'ils sont vulnérables, jeunes, âgés ou encore malades. Bien gérer son chien ou son chat en hiver nécessite quelques ajustements dans ses sorties, dans son alimentation ou dans son entretien. Le docteur vétérinaire Sylvain Pérez nous dira lesquels. Notre séquence à l'état sauvage s'intéressera au blaireau qui continue à être victime du déterrage. Le naturaliste Pierre Rigaud est avec nous en plateau pour nous informer sur cette pratique qu'il souhaite voir disparaître. Bonjour Pierre. Merci beaucoup d'être présent sur l'antenne de Sud Radio ce matin pour nous parler de ce petit animal fort sympathique. Enfin, nous resterons dans la saison hivernale dans C'est votre histoire, puisque nous nous rendrons sur une épreuve de chien de traîneau particulière dédiée aux jeunes, l'Odyssée des espoirs, organisée dans le cadre de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Et nous découvrirons comment de très jeunes mushers se lancent dans cette pratique sportive. 0826 300 300 si vous souhaitez réagir, si vous souhaitez nous poser vos questions, vous êtes les bienvenus. Nous sommes en direct ce matin dans Vos Animaux sur Sud Radio. À tout de suite. Vous l'avez remarqué, il fait froid un peu partout en France. Et justement, nous allons parler du froid et de nos animaux. Bonjour Sylvain Pérez. Bonjour à vous. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Sud Radio ce matin. Sylvain, vous êtes vétérinaire, vous exercez en Haute-Savoie. Vous êtes adepte d'une pratique qui se développe beaucoup pour les humains et de plus en plus pour les animaux, la physiothérapie. Alors avec vous, on va essayer de comprendre quelles sont les adaptations nécessaires pour faire en sorte que nos animaux de compagnie vivent le mieux possible cette période hivernale. Vous allez essayer de nous donner des conseils. Et vous qui nous écoutez ce matin sur l'antenne de Sud Radio, n'hésitez pas à nous appeler, à nous poser vos questions en direct 0826 300 300. On est bien sûr là pour y répondre. Sylvain Pérez, première question. Est-ce que l'hiver est une saison à risque pour les chiens et pour les chats ? Alors oui, il y a quelques risques qui sont liés à l'hiver. Il y en a deux, ça va être le froid qui est apporté par l'hiver et puis dans certaines régions la neige. Pour ce qui est du froid, en fait, ça va un peu comme chez tous les mammifères et comme chez l'homme, diminuer l'immunité. Donc les animaux domestiques vont être un peu plus sensibles à certains virus ou bactéries qui peuvent circuler. Et par rapport à ce qu'est la neige, ça va surtout être des problématiques de peau, de coussinet, de choses comme ça. Donc il y a effectivement un risque qui est associé à cette saison. Alors justement, en ce qui concerne les virus hivernaux, est-ce qu'ils sont eux aussi concernés par des vagues de virus hivernaux comme on le connaît bien actuellement chez les êtres humains ? Alors pas de manière aussi prononcée que chez l'homme. Chez les animaux domestiques, on n'a jamais vraiment mis en évidence de maladies typiquement hivernales comme on pourrait avoir la grippe ou la gastroentérite chez nous. Donc en soi, pas d'épidémie spéciale hiver chez les chiens et les chats, mais par contre des pathologies qu'on peut retrouver toute l'année, mais qui vont être un peu plus prononcées en hiver. J'imagine que tous les animaux ne sont pas égaux devant leur sensibilité au froid, à la neige, à l'humidité. Peut-être en fonction de leur âge, leur état de santé, il y a des différences qui sont importantes à prendre en compte ? Bien sûr. Alors déjà, les animaux domestiques, quand même, par rapport à nous, à l'homme, ils sont bien plus résistants au froid et puis à l'hiver. Après, il y a des différences qui font qu'ils ne sont pas effectivement tous égaux devant le froid. Déjà, en termes entre individus en bonne santé, on va avoir des différences entre le gabarit de l'animal, son pelage, s'il a un poil ras ou s'il a plutôt un pelage dense, sa couverture graisseuse, si c'est un animal qui va être maigre ou au contraire un peu en embonpoint, et aussi la hauteur de l'animal, notamment je pense à toutes les races de chiens type basset qui sont un peu courts sur pattes, oui. Et du coup ils ont le ventre assez proche du sol et ce qui les fragilise par rapport à ça. Bien sûr. Après, il y a bien sûr aussi l'état de santé, c'est-à-dire que il y a certains animaux, notamment, on parlait de la physiothérapie, les animaux arthrosiques, qui vont voir leur crise d'arthrose se réveiller un peu l'hiver, qui vont être un peu plus à risque, mais on a aussi certaines maladies qui va diminuer, qui va rendre plus difficile le maintien de la température interne, comme le diabète, certaines maladies hormonales ou l'insuffisance rénale. En ce qui concerne les animaux arthrosiques, est-ce que c'est davantage l'humidité qui va augmenter leur sensibilité en cette saison ou est-ce que c'est réellement le froid ?
Alors c'est un peu des deux, mais ça va surtout être le froid. D'ailleurs, l'hiver est plutôt une saison sèche. C'est un peu paradoxal, mais c'est plutôt le froid qui va agir sur les articulations et qui va un peu réveiller des douleurs chez ces animaux-là. Et on sait justement qu'en cette période, ils sont particulièrement sensibles. Quels conseils pourriez-vous donner aux auditeurs qui écoutent Sud Radio ce matin et qui ont un animal qui souffre de manière régulière d'arthrose ? Alors, pour ce qui est de l'arthrose, on peut agir donc pendant la saison hivernale, des petites choses à faire à la maison. On peut mettre un manteau à son animal qui sort dehors. C'est un peu une des exceptions pour justement le protéger un peu de ce froid-là. Et après, nous, ce qu'on propose justement dans notre structure où on fait de la physiothérapie, c'est de mettre en place un peu un suivi, un peu comme quand on irait chez le kiné, où on va allier à la fois des exercices de renforcement musculaire, des massages, de la balnéothérapie pour préparer au mieux l'animal pour l'hiver, pour qu'il ait le moins à souffrir de ce risque lié au froid. Alors ça fait entre guillemets un petit peu rêver tout ce que vous nous dites, mais est-ce que ce type de soins est accessible un peu partout, à un prix raisonnable? Parce que la balnéothérapie, oui, on a envie finalement de permettre à nos animaux de vivre ça, mais est-ce que c'est réellement accessible? Alors oui, après il faut trouver les structures qui se sont développées dedans, parce qu'effectivement ça demande du matériel, comme vous l'avez précisé. Il y en a beaucoup. Alors, je pourrais pas vous donner une chiffre en France, mais je sais que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. C'est vrai que ça a longtemps été quelque chose de mis de côté chez nos animaux domestiques, alors que c'est aujourd'hui on peut pas se passer de kiné, par exemple, en médecine humaine, et donc ça se développe de plus en plus. Je pense que maintenant, avec les moyens de communication, on peut facilement trouver les structures qui sont équipées et qui proposent. Et c'est souvent, alors vous parliez du prix, là pareil, ça va vraiment dépendre de chaque clinique, mais bien souvent il y a des systèmes un peu de pack où il y a plusieurs séances qui sont comprises. Des forfaits en fait. Voilà, le but est quand même effectivement de pouvoir trouver un juste milieu entre quelque chose qui soit acceptable pour les propriétaires et que le veto puisse aussi ne pas être à perte sur ce genre de prestations, mais c'est tout à fait indiqué, et nous on voit très bien dans notre structure que certains animaux, c'est le propriétaire qui nous rapporte un réel mieux, avec ces séances qui sont mises en place et ce travail. Après, on en profite aussi, notamment lors des premières séances, pour donner des conseils, pour montrer certains gestes, certaines manipulations que le propriétaire peut ensuite faire chez lui, et ça permet de compléter la prise en charge. Oui, ça rentre dans le cadre d'une prise en charge globale. Si vous souhaitez interroger mon invité, le docteur Sylvain Pérez, sur la manière dont il faut gérer cette période hivernale avec votre animal de compagnie, n'hésitez pas à composer le 0826 300 300. Et justement, nous avons Nadia en ligne. Bonjour Nadia. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous Nadia ce matin. Vous avez un chien, un chat, Nadia ? Alors moi j'ai une petite chienne cavalier King Charles qui s'appelle Lizzie. Oui. Et c'est vrai qu'en ces périodes de grand froid, moi j'habite une région en fait qui est le sud de la France où on n'a pas trop l'habitude des températures. Vous habitez où exactement Nadia ? À Montpellier. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que là ça plutôt fait, des températures douces dans votre secteur. Exactement, c'est ça. Et c'est vrai qu'avec les copains promeneurs, on se demande souvent s'ils ont froid ou pas, surtout en ce moment parce que là on a des températures à 0 ou en dessous. Oui. Et c'est vrai que ma chienne, elle a pas une motricité en fait, elle a pas toute sa motricité parce qu'elle a eu des problèmes elle a eu la paralysie du train arrière et elle a des broches dans les rotules. D'accord. Donc ce sont deux choses distinctes. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que du coup, je sais pas trop quand j'essaye de la détendre avec de la masser, de masser ses muscles avant de sortir le matin. Parce que vous la préparez comme une athlète avant les sorties. C'est formidable. Exactement. Mais je suis pas sûre que ce soit suffisant et surtout. À partir de quel moment on peut savoir si vraiment notre chien souffre du froid Ça c'est une excellente question. Sylvain Pérez, qu'est-ce que l'on peut répondre à Nadia ?
Alors dans le cas de votre petit chien, effectivement déjà il y a une prédisposition arthrosique, puisque du moment qu'on a une opération orthopédique, il y a un risque par rapport à ça. Après les massages c'est très bien, hein, il faut masser donc tous les muscles, notamment du train arrière si c'est là que c'est le plus difficile. Ça c'est un peu les mêmes principes qu'en médecine humaine. Et après le mieux c'est de voir si vous, soit avec votre vétérinaire traitant, soit de consulter un vétérinaire qui peut être un peu plus spécialisé dedans, pour mettre en place justement une prise en charge qui peut lui être le plus adaptée, surtout si d'ores et déjà vous remarquez qu'il y a un déficit un peu de locomotion par rapport à cette saison. Ensuite, d'autres petits conseils, quand vous rentrez de balade, ne pas hésiter à bien la sécher si jamais elle a été un petit peu mouillée ou si il y a eu un peu de neige. Et puis quand vous êtes chez vous, le lieu de couchage, bien l'isoler, soit avec un gros coussin ou une grosse couverture, surtout si vous avez du carrelage, pour vraiment la séparer du froid et essayer de mettre au chaud le plus possible. Et Sylvain Pérez, pour reprendre la question de Nadia, comment sait-on si son animal a froid ou pas? Parce que parfois, quand on les sort, certains se mettent à trembler. Est-ce que c'est systématiquement un signe de froid, de ressenti de froid, ou est-ce que ça peut être autre chose? Donc, comment finalement en avoir le cœur net? Alors le tremblement est un signe de froid. Il n'y a pas que ça, mais effectivement, si à chaque fois qu'on sort avec notre animal, il se met à trembler ou qu'on voit qu'il n'est pas très en train pour se balader, qu'il a plutôt envie d'en rentrer, alors qu'il ne le fait pas forcément d'habitude, ça c'est plutôt des signes effectivement que l'animal peut avoir froid. Nadia, est-ce que vous lui mettez un petit manteau à Lydie? Non, parce que alors justement, moi, je me disais, bon, je regarde si elle tremble. Alors, elle ne tremble pas. D'accord. Mais c'est vrai que quand il fait très froid et quand il pleut, en plus, qu'on a encore moins l'habitude ici, elle veut pas. Effectivement, elle montre des signes où là, elle se bloque en fait complètement et elle veut plus avancer, plus reculer. Et bon, je l'interprète comme ça. Hein, il faut rentrer. Oui. Et du coup, des fois, elle n'a même pas le temps de faire ses besoins, quoi. Elle ne peut pas du tout sortir. Alors le risque, c'est qu'effectivement. Le risque, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, on diminue trop l'activité physique. Et l'activité physique est importante à maintenir, notamment chez les animaux arthrosiques. Je pense que vous serez d'accord avec ça, Sylvain Pérez. Complètement. Oui, bien sûr, il ne faut jamais mettre un animal arthrosique complètement au repos. Il a besoin d'une activité physique. Au contraire, si on arrête de faire un peu d'activité physique, ça va empirer l'arthrose. Donc il faut trouver un juste milieu. Il faut que l'animal continue à marcher. Et quel est votre avis sur les manteaux, Sylvain Pérez? Faut-il couvrir ou pas son animal? Dans la grande majorité des cas, il n'y en a pas forcément besoin. Après, justement, dans le cas dont on vient de parler, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, généralement, tous les animaux qui vont souffrir de problèmes locomoteurs, d'arthrose ou des maladies que j'ai un peu évoquées comme diabète ou autre, là, ça peut être intéressant de leur mettre un manteau, quel que soit le gabarit. Et après, les chiens de petits gabarits ou avec un poil ras, c'est-à-dire moins de 5 kilos et qui vont être effectivement plus sensibles au froid, là, il y a un intérêt de mettre un manteau pour les sorties. Voilà, c'est pas décoratif, c'est vraiment lorsque c'est nécessaire pour leur bien-être. Une petite pensée aussi aux chevaux qui sont en pâture et qui parfois ont des couvertures qui sont humides à longueur de journée. C'est pire que de ne rien avoir du tout, on est bien d'accord, même si les chevaux ne sont pas votre spécialité première. Oui, non, mais effectivement, ça me paraît assez logique. Bon, merci beaucoup Nadia d'avoir composé le numéro du Standard de Sud Radio. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup Natacha, je vous embrasse. Merci. Bon week-end à vous. On va donner la parole à une autre auditrice qui a composé le 0826 300 300. Il s'agit de Delphine. Bonjour Delphine. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous vouliez nous parler de votre chien, Delphine? Oui, moi j'ai un chien bâtard croisé avec un labrador qui a à peu près la taille d'un labrador. Oui. Qui a des poils ras blancs, très très peu de poils et qui est très très frileux, mais c'est surprenant quoi. J'habite Marseille, donc il fait pas dans une région très froide. Et ce chien craint énormément le froid et alors il n'a pas de manteau parce que quand je le sors dans la rue, il court, donc c'est pas là où il a froid. Et à la maison, il a la chance d'avoir un jardin et une chatière. Donc il rentre et il sort comme il veut. Donc dis donc, c'est une méga chatière parce que s'il a la taille d'un labrador. Exactement, c'est une chatière que j'avais trouvée sur internet et taille gros chien quoi. D'accord.
Et voilà, moi je lui ai jamais mis de manteau parce que je suis pas trop fan des manteaux. Et puis quand il est dans la rue, il court. Je vous passe juste voilà. une réflexion de Bastien, notre réalisateur, qui dit attention au cambriolage par votre méga chatière. Mais voilà, c'est un travail d'équipe sur Sud Radio. Vous savez, tout le monde participe. Oui, non, mais j'y pense bien, je sais bien. En même temps, il est un peu gardien. Je me dis, waouh, celui qui passe par la chatière, il serait courageux, quoi. Donc, vous souhaiteriez, j'imagine, avoir des conseils pour ce toutou. Comment s'appelle-t-il? Tout à fait. Marcel. Marcel. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour Marcel, Sylvain Pérez? Alors, est-ce que déjà Marcel passe beaucoup de temps dans votre jardin ou c'est vraiment il rentre, il sort et la plupart du temps il est à l'intérieur? Écoutez, quand il est tout le temps avec nous, forcément. Si on est dans le jardin, il est dans le jardin. Si on est à l'intérieur, il est à l'intérieur. Quand on n'est pas là, je ne sais pas. Dès qu'il entend du bruit, je pense qu'il doit sortir, voir, il surveille les oiseaux, les mouettes. Je sais pas quand on n'est pas là comment ça se passe. Mais je pense plus à l'intérieur, vu comme il est. D'accord. Alors pour les sorties, le manteau est pas du tout obligatoire, surtout si, comme vous dites, il en profite pour bien se défouler et puis bien faire l'activité. Donc dans ce cas-là, pendant les sorties, en fait, il y a pas trop de soucis. Quand vous rentrez, par contre, justement, c'est là où il va se refroidir. Donc bien s'assurer qu'il soit sec et puis plutôt le garder à l'intérieur juste après les balades. Je sais pas si c'est possible de un peu l'empêcher de sortir. Oui. Donc ça serait la première chose. Ensuite, par rapport à l'extérieur, on peut tout à fait lui aménager un petit cabanon, un petit chenil un peu douillet, très douillet, où il peut y rester un peu plus longtemps, ça c'est pas un souci. De toute façon, si il a la possibilité d'entrer et de sortir, il va s'écouter, il va se régler tout seul, donc il va rentrer quand il aura trop froid, donc ça pour moi ça pose pas vraiment de gros problèmes. Pour compléter les questions de Delphine, Sylvain Pérez, est-ce qu'il est nécessaire sur des chiens comme ça un peu actifs, comme c'est le cas avec Marcel, de modifier l'alimentation en période hivernale? Alors, pour la grande majorité, non. En fait, même au contraire, en France, la majorité des animaux sont en surpoids, donc il faut pas en plus en rajouter. Oui. Et puis dans le cas de Marcel, il reste quand même une majorité du temps à l'intérieur, dans un endroit chauffé. Donc le surplus d'énergie qu'il a besoin pour lutter contre le froid est assez minime. Donc de manière générale, non. Les seules exceptions, ça va être effectivement les animaux très sportifs, comme par exemple les huskies qui font des chiens de traîneau, ou les chiens de travail, ou les animaux qui vraiment vivent dehors, c'est-à-dire qu'ils sont majoritairement dans le jardin avec une niche aménagée. Et là, on peut s'accorder une adaptation de la ration, mais encore une fois, sinon surpoids, il n'y a pas de nécessité, et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'on voit beaucoup d'animaux en surpoids en consultation. Oui, et ça c'est vraiment préjudiciable pour leur santé. Exactement, plus que le risque associé à l'hiver et au froid. Bon, bien écoutez, vous voilà rassurée, Delphine, tout se passe bien visiblement pour Marcel. Non, tout à fait, je vous remercie. Allez, on vous souhaite un excellent week-end et merci pour votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Bon week-end, Delphine. Bon week-end, au revoir. On a bien compris, Sylvain Pérez, que le froid est peut-être dans certaines circonstances l'ennemi de nos animaux. L'humidité est pire encore, vous le disiez, c'est important vraiment de les sécher, notamment lorsque l'on rentre de balade, surtout pour ceux qui ont un pelage un peu dense. Oui, parce que c'est un peu les phases de transition où ça peut réveiller certaines choses, et puis c'est là où l'animal qui faisait l'activité physique n'en fait plus, et donc que ça soit pour les problèmes d'arthrose ou même d'immunité, c'est un peu le moment à risque. Donc il faut bien qu'il soit sec, surtout si alors dans le sud c'est un peu moins souvent le cas, mais si l'animal a joué dans la neige avant, etc., c'est très important pour sa santé. Quels sont vos conseils justement pour les animaux qui vont avoir l'occasion d'être un peu dans la neige, soit parce qu'ils nous accompagnent au sport d'hiver, soit tout simplement parce qu'il y a de la neige dans les régions où ils vivent? Alors, il y a plusieurs choses. Un des premiers points qui va être un peu à risque avec la neige, ça va être les coussinets. Oui. Parce que la neige, c'est à la fois très froid, mais c'est aussi très décapant. C'est comme un peu du sable. Donc, il y a deux choses possibles. La première, c'est en amont, c'est-à-dire plutôt vers la fin de l'automne. On peut déjà préparer les coussinets de son animal avec des pommades un peu qui vont augmenter la couche kératinisée des coussinets. D'accord. Ça se trouve où, ces pommades ? Vétérinaire, chez votre vétérinaire traitant, vous en trouverez, vous trouverez des références assez facilement. D'accord.
Donc ça c'est plutôt en amont, et ensuite pendant la saison hivernale, effectivement, si on prévoit une sortie à la neige ou même des vacances avec votre animal, on peut mettre des chaussettes, comme encore une fois les chiens. Alors ils n'aiment pas toujours, ou en tout cas il faut qu'ils y soient habitués. C'est ça, tous les chiens n'y sont pas réceptifs. Donc, et la deuxième solution, c'est d'utiliser des baumes qui vont être notamment très gras. Il faut prendre des choses très riches en vaseline, par exemple, qui vont permettre de protéger les coussinets. Donc on peut les mettre avant et après pour éviter notamment tout ce qui est crevasses et blessures à ce niveau-là. Bon. Une dernière petite chose avec les pattes, c'est aussi dans les zones qui ont été dessalées. Ça, on y pense un peu moins, mais quand on les parkings, les trottoirs, il faut bien laver, bien rincer les pattes de son animal, parce que le sel va avoir à peu près le même effet que la neige en termes d'effets négatifs sur les coussinets. Et une fois qu'on rince, évidemment, on le répète, il faut bien sécher derrière pour ne pas laisser de l'humidité, surtout dans les espaces interdigités qui sont particulièrement sujets aux infections secondaires si cette zone reste humide. En guise de conclusion, est-ce que vous pouvez nous donner 3 idées à retenir pour la bonne gestion de nos animaux pendant l'hiver ? Alors, la première, je vais insister dessus, c'est de ne pas augmenter la ration pour tous les animaux qui, dans la majorité des cas, restent à la maison. La deuxième, c'est de prévenir toutes les sorties, notamment à la neige, au niveau des coussinets notamment. Et la troisième, c'est si votre animal souffre d'arthrose, de problèmes un peu de locomotion liés au froid, n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire et de mettre en place des choses, notamment par la physiothérapie, qui pourront vraiment lui permettre de mieux passer la saison hivernale. Eh bien, merci infiniment Sylvain Pérez pour toutes ces explications extrêmement pratico-pratiques. C'est ce qu'on aime dans Vos Animaux sur Sud Radio. Au moins, on a des conseils très pragmatiques à mettre en place. Merci à vous. Et nous, on se retrouve d'ici quelques minutes pour parler du blaireau dans notre séquence à l'état sauvage. Et puis, on partira en montagne pour découvrir des jeunes qui sont mushers, passionnés donc de courses de chiens de traîneau. Bon samedi matin à tous, merci à vous d'écouter Sud Radio. Alors nous sommes ensemble encore pendant près de 30 minutes, vous écoutez bien sûr Vos Animaux. D'ici quelques instants, nous allons parler du blaireau dans notre séquence à l'état sauvage en compagnie de Pierre Rigaud. Et puis dans le dernier quart d'heure de l'émission, on s'intéressera à des jeunes passionnés par le mushing, des jeunes qui font des courses de chiens de traîneau. Ce sera l'occasion de vous présenter la plus belle course de chiens de traîneau d'Europe, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Mais tout de suite, c'est notre séquence à l'état sauvage. Sud Radio Vos Animaux, à l'état sauvage. Bonjour Pierre Rigaud. Bonjour Natacha. Merci infiniment d'être avec nous. Pierre, est-il nécessaire de rappeler que vous êtes naturaliste, vous êtes membre de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. Et avec vous ce matin, on va parler d'un petit animal, enfin un petit, pas si petit que ça finalement, mal aimé, certainement très mal connu, même si parfois on le croise mort sur le bas-côté de nos routes. Il s'agit du blaireau. Le blaireau est toujours victime de manière récurrente chaque année pendant la période hivernale d'une forme de chasse assez terrible. Il faut bien le dire, ça s'appelle le déterrage. Et oui, ça s'appelle même la vénerie sous terre. Et en fait, on ne le sait pas, mais c'est le pendant souterrain, si on peut dire, de la grande vénerie qui est la chasse à courre, avec un principe de chasse qui consiste à aller traquer et tuer les animaux théoriquement sans utiliser de fusil. Alors, tout le monde connaît ça sur terre avec la chasse à courre des cerfs, par exemple. Et bien, sous terre, ça se fait avec des pinces et des chiens, des petits chiens, des terreurs, en fait, qu'on envoie dans les galeries des blaireaux pour aller acculer, pour aller coincer l'animal au fond de son terrier. Et puis ensuite, les chasseurs creusent. Et puis, ils extraient l'animal avec des grandes pinces métalliques. Et là, c'est assez terrible parce que soit ils le jettent au chien, soit ils le lacèrent, soit ils le tuent de différentes façons. C'est une chasse loisir traditionnelle. Oui, parce qu'il faut préciser que d'abord, on ne chasse pas le blaireau pour le manger. Ce n'est pas un animal qu'on consomme. On le chasse pour le tuer. C'est pour certains une tradition. Oui, personne ne mange de blaireau, il faut bien dire. Alors, parfois, il y a des excuses qui sont données, qui sont celles consistant à dire qu'il faudrait réguler les blaireaux ou empêcher certains petits dégâts qu'ils peuvent commettre sur les cultures, ce qui existe, mais ce qui est quand même très marginal. Et donc, finalement, c'est surtout la tradition et le plaisir qui font que cette chasse existe encore, malgré
maintenant des décennies de demandes de la part de toutes les ONG de protection de la nature et de protection des animaux, de la part de tous les scientifiques aussi qui disent mais ça n'a pas tellement de sens d'autoriser tant de souffrance juste pour s'amuser, sachant que le déterrage, la vénerie sous terre est interdite dans quasiment tous les autres pays. Donc on est un peu un des derniers bastions de cette pratique qui est franchement cruelle. Est-ce qu'on trouve des blaireaux sur l'ensemble du territoire national ? Presque toute la France, oui. Il y en a un petit peu moins dans l'extrême nord de la France, mais c'est une espèce qui est assez commune. Alors ça ne veut pas dire que ça pullule, parce que c'est vrai que certains ont tendance à dire dès qu'une espèce animale est commune, que attention, elle va pulluler, etc. Non, les blaireaux font partie de ces animaux qui autrefois étaient beaucoup moins communs parce qu'ils étaient encore plus persécutés, oui. si ça peut exister, parce qu'avant il y avait en plus le gazage sous terre, donc on détruisait comme ça des familles entières de blaireaux et puis de renards aussi qui parfois cohabitent dans les mêmes terriers. Alors maintenant il y a le déterrage qui tue une bonne dizaine de milliers de blaireaux par an, selon les chiffres même de la vénerie sous terre, donc on ne sait pas exactement ce qu'il en est. En fait, c'est difficile d'avoir une vision très précise du nombre de blaireaux tués de cette manière. Et oui, puisque en fait, le recensement, c'est simplement des déterreurs qui annoncent qu'ils ont tué tant d'animaux, mais bon, on ne sait pas vraiment ce qui se passe quand on envoie des chiens sous terre déjà. Alors maintenant, il y a par exemple des tout petits aménagements qui ont été dans des lois récemment portées qui consistent à dire il faut retenir les chiens sous terre et les empêcher d'eux-mêmes attaquer le blaireau. Mais vous ça, c'est totalement impossible. Impossible. Donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe sous terre, parce qu'un terrible blaireau, il faut bien dire que c'est Je ne sais pas qui a pu imaginer une loi pareille, parce que franchement, envoyer des chiens sous terre et leur dire stop, vous vous arrêtez au milieu du terrier, c'est ça le principe ? En fait, oui, c'est parce que, disons que normalement, en théorie, les chiens sont censés bloquer seulement l'animal, ensuite les chasseurs l'extraient, mais là, ils avaient tendance parfois à le livrer aux chiens, et les chiens qui n'en faisaient qu'une bouchée, parce que c'est finalement... Et surtout les chiens qu'on excite pour aller chercher ces blaireaux, c'est compliqué de les arrêter après, bien sûr, c'est totalement impossible. En pleine action. Chiens qui sont entraînés, j'avais réussi à obtenir des images que j'avais diffusées il y a quelque temps déjà, qui sont entraînés aussi sur d'autres animaux en captivité pour les exciter d'autant plus à acculer cet animal, et puis ça peut même aussi être un petit peu dangereux pour les chiens. Bien sûr. Parce que j'imagine que le blaireau va se défendre. Il se défend, bien sûr. Il est là au fond de son terrier. Il voit ces chiens qui aboient parfois pendant des heures parce que c'est long d'aller creuser. Donc parfois il y a des chiens qui se font griffer la truffe. Enfin, les chiens aussi peuvent être blessés. Donc je pense qu'on peut difficilement quand même défendre ce genre de pratique. D'autant plus quand on a eu la chance, comme c'est le cas de plein d'observateurs de la nature, de passer un petit peu de temps à regarder vivre ces animaux. Et là, c'est merveilleux. Alors, justement, j'aimerais que vous nous parliez de ce blaireau qu'on croit connaître, mais qu'on connaît finalement assez mal. Pour la bonne raison qu'il est nocturne essentiellement. Donc, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est surtout morts sur la route qu'on a l'occasion, hélas, de les voir, parce qu'ils sont vraiment fortement victimes du trafic routier. Alors, ils sont nocturnes, ils vivent en société, et ça, pour les observateurs de la nature, c'est merveilleux, parce que qui dit animal social dit interaction entre eux. Et donc, on peut les voir, alors surtout au début de l'été, parce que tout simplement le jour dure plus longtemps, donc ils sortent quand même un peu avant la nuit. Et donc là, on peut se faire des soirées sympas d'observation des blaireaux, avec tout le respect, en se tenant à distance, etc., avec des techniques d'affût pour ne pas déranger, c'est quand même le principe. Et là, on voit ces animaux qui sont en famille, qui sortent et qui commencent à se gratter les puces. Enfin, vraiment, il y a une petite séance de toilettage, c'est quasiment systématique quand ils sortent du terrier pendant le premier quart d'heure, la première demi-heure. Et ensuite, ils sont leurs petites occupations. Quand il y a les jeunes, alors là, c'est formidable, c'est vraiment merveilleux, parce qu'on voit ces jeunes qui sont des petites peluches, faut bien dire, et qui sautillent, qui se mordillent entre eux, qui s'amusent, comme on peut imaginer des petits animaux comme ça s'amuser. Et puis ensuite, chacun s'en va pour aller commencer à se promener à la recherche de nourriture. Ils mangent quoi, nos amis blaireaux ? Ils mangent un petit peu de tout, mais tout ce qui court pas trop vite, parce que c'est pas non plus des grands chasseurs, donc ils vont plutôt grappiller sous le sol, à la surface, avec leurs griffes. Mais ce sont quand même des carnivores. Ils font partie du groupe des carnivores, de la famille des carnivores. Pour autant, leur régime alimentaire précisément est assez omnivore. D'accord. Donc ils mangent à la fois, par exemple, ça va être une portée de mulots qu'ils vont déterrer, ça va être beaucoup de lombriques et autres vers et autres larves d'insectes, et aussi en fait beaucoup de plantes, des tubercules, tout ce qu'ils peuvent trouver à la surface du sol, gratouiller avec leurs longues griffes. Et c'est pour ça que les agriculteurs ne les aiment peut-être pas trop. Ils font des dégâts quand même un peu. Ils font quelques dégâts qui sont franchement peu de choses, mais qui peuvent gêner, on comprend. Ça peut être par exemple un blaireau qui va coucher une petite portion comme ça, quelques dizaines de centimètres carrés ou mètres carrés de céréales pour se nourrir, ou alors grappiller des grappes de raisin justement dans les vignes. Ils aiment bien le raisin aussi. D'accord. Alors, ça existe, mais franchement c'est peu de choses. En fait, le principal inconvénient pour nous les humains parfois que causent les blaireaux, c'est plutôt leur terrier, parce que ce sont de grands bâtisseurs.
Ils font des terriers qu'ils utilisent sur plusieurs générations avec un dédale de galeries. Enfin, c'est assez impressionnant des fois. Parfois, il y a des dizaines d'entrées différentes et une petite famille de blaireaux qui vit là-dedans depuis des décennies. Une famille par terrier. Une famille par terrier, ce sont des groupes sociaux ou des clans, et chacun vit, on parle de village de blaireaux, et en fait c'est marrant parce que dans la campagne, vous avez les villages des humains, et puis en fait, on ne le sait pas, mais dans les sous-bois, il y a un peu l'équivalent, c'est-à-dire chaque clan de blaireaux, avec à la fois les parents, les jeunes, et puis d'autres individus, des groupes sociaux en fait, avec une famille élargie, comme ça, qui voisine avec d'autres clans de blaireaux un petit peu plus loin, et puis chacun ensuite, à partir de sa famille ou de son clan, va aller se nourrir dans les champs, dans les bois autour, la nuit. Ils ont besoin d'un vaste territoire, justement, pour se nourrir? Pas tant que ça, parce que comme ils trouvent assez facilement à manger, tant que le sol n'est pas trop dur, et c'est là la difficulté pour l'hiver, parce que les animaux sauvages ont aussi beaucoup de difficultés l'hiver, évidemment, parce que comme ils arrivent à chercher leur nourriture, surtout en creusant le sol, dès lors que le sol est gelé, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'ils ralentissent beaucoup leur activité en hiver, et pour se prémunir de ça, en automne, ils prennent énormément de poids en se nourrissant beaucoup, un petit peu à la façon des marmottes, sauf qu'eux ne vont pas hiberner vraiment, il faut simplement moins sortir l'hiver. Mais en été, ils n'ont pas de mal à trouver de la nourriture. Et par contre, leur terrier, c'est vrai, parfois cause des petits problèmes de cohabitation quand ça fait s'affaisser une clôture, ou parfois, alors c'est très exceptionnel, mais ça peut exister aussi, donc il faut le mentionner, parfois des talus routiers ou des talus même SNCF. Donc c'est vraiment, en fait, c'est les cas principaux sur lesquels il faut essayer d'intervenir le plus respectueusement possible, mais effectivement, ça cause problème. Mais il faut bien dire que tout ça est très très marginal. Dans l'immense majorité des cas, on cohabite sans aucun problème avec les blaireaux. Comment est-ce qu'on peut expliquer alors que cet animal soit encore chassé? Après vous avez forcément, vous, un point de vue qui est bien spécifique sur la présence de ces blaireaux que vous trouvez parfaitement légitime, alors que certains agriculteurs les voient comme des nuisibles, même s'ils ne sont pas classés comme tels, il faut le préciser. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à arrêter cette forme de chasse qui est quand même assez barbare? Je pense que... Pour ne pas dire très barbare. Oui, c'est difficile de dire le contraire. Honnêtement, il y a même des chasseurs eux-mêmes, des chasseurs, ordinaires, qui ne pratiquent pas le déterrage, qui trouvent que c'est barbare. Je pense que ça finira par être interdit, parce que ça a été interdit dans la plupart des pays voisins. Il y a d'ailleurs des élus locaux de villes, de villages, de campagnes, qui aujourd'hui essaient de lutter contre ces pratiques de chasse. Je pense à la maire de Valère, dans le centre de la France, Madame Le Troquier, Catherine, qui a été très précurseur, je ne sais pas comment on conjugue ça au féminin, mais tout le monde a compris sur ce domaine, puisqu'elle avait pris un arrêté municipal pour interdire le déterrage sur sa commune. Alors évidemment, tous les chasseurs s'étaient opposés, ça avait fait beaucoup de bruit, et c'est une initiative formidable qu'un élu comme ça se dise je vais défendre les blaireaux parce que c'est cruel. Je pense qu'à la fin, on va y arriver, c'est-à-dire alors combien d'années ça prendra, je ne sais pas, mais c'est pas acceptable, et même les gens qui ne sont pas spécialement, disons, sensibles à ce genre de sujet, il suffit de voir quelques images, comme j'ai pu en diffuser, de cette pratique, pour se rendre compte du degré de cruauté qui est quand même élevé. Bon, écoutez, on espère effectivement que les défenseurs du blaireau seront enfin entendus pour que cet animal puisse vivre en paix dans notre sous-sol, un petit peu partout, tranquillement. Absolument, et quand chacun aura la chance de pouvoir voir un blaireau, n'importe qui voit un blaireau s'amuser le soir au printemps. Et converti, c'est évident. Merci Pierre de nous faire partager votre passion toujours pour cette faune sauvage qui anime nos campagnes et nos forêts. Tout de suite, c'est l'heure de notre question veto. Sud Radio Vos Animaux. Question veto. Et c'est Claire-Lise qui est avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour Claire-Lise. Bonjour. Je crois que vous avez une question concernant votre chien. Oui, en fait, il s'appelle Lou, c'est un border collie. Oui. Qui a maintenant 8 ans et demi. D'accord. Et on a eu un passé un petit peu, on va dire, difficile, lui et moi, et j'ai commis plusieurs impairs quand il était jeune. Ce qui fait que maintenant, depuis 3-4 ans, j'essaie de rattraper ce que je peux. Alors déjà, première chose, avant de connaître votre question, il ne faut jamais culpabiliser sur la manière dont on procède avec nos animaux, parce que la plupart des maîtres, l'immense majorité d'entre eux essaient de bien faire. Parfois, il peut y avoir des incompréhensions qui amènent à des problèmes dans l'éducation, mais ça part généralement d'un bon sentiment. Voilà, je voulais juste préciser tout ça.
Non, mais après, de toute façon, oui, je me suis remise en question. J'ai essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui n'allait pas, et puis essayer de trouver des solutions. Alors, justement, qu'est-ce qui ne va pas? Expliquez-moi tout. Alors, mon principal problème, moi, c'est... Vous en avez un petit peu parlé lors d'une précédente émission, mais vous en aviez parlé par rapport à un chiot, et c'était en intérieur. D'accord. Moi, c'est de la protection de ressources en extérieur, principalement au niveau de la nourriture qu'ils trouvent, qui traîne par terre, que les gens laissent traîner. Donc, quand c'est autour de la maison, que j'arrive à le voir, on va dire, ça peut aller, je monte un peu le ton, je dis allez viens, on change de sens, on y va. Mais la plupart du temps, quand il met le nez dedans et qu'il commence à manger, on va dire je m'approche parce que j'évite que quelqu'un le fasse à ce moment-là, automatiquement il va montrer de l'agressivité. Alors pour information, il a déjà mordu. Moi principalement, hein, parce que j'évite qu'il le fasse sur les autres. Oui. Et du coup, sa réaction va être de « je me retourne contre toi puisque tu me déranges pendant que je me régale de ce que j'ai trouvé au sol ». D'accord. Donc, j'ai opté pour la solution de la muselière par rapport à d'autres réactivités qu'il avait, et ce qui fait que maintenant, il ne me mord plus parce qu'il a sa muselière. Forcément. Mais la réaction est toujours présente. Oui, ça ne solutionne pas le problème, ça évite les conséquences. Voilà. Mais par contre, je n'ai pas trouvé de solution pour ce problème-là. Je suis dans l'impasse complète. Donc, voilà, j'ai fait appel à vous pour ça, parce que... Alors, je vais essayer de vous donner quelques conseils pratiques. Bon, je vois bien par les termes que vous employez que vous vous êtes déjà très largement intéressé au sujet. Quand on parle de protection de ressources, faut peut-être expliquer d'une manière plus simple à nos auditeurs qui sont moins pointus que vous, Claire-Lise. C'est que simplement l'animal va défendre ce qu'il a trouvé. Alors, ça peut être sa gamelle à la maison ou un butin qu'il aura trouvé à l'extérieur, qu'il considère comme étant sa ressource. Ça peut être un jouet aussi, hein, c'est pas forcément de la nourriture, et il va le défendre contre toute personne qui va essayer de lui prendre. Voilà ce qu'on appelle la protection de ressources. Et la défense va passer par différentes attitudes, soit simplement grogner. Donc là, c'est un signal d'alerte qu'on envoie en disant non, ça c'est à moi et n'interviens pas, sinon je vais me fâcher. Ou certains chiens peuvent oublier cette phase de prévention et passer directement à la morsure. Est-ce que dans le cas de loup, il grogne en premier et il mord ensuite si vous intervenez, ou est-ce qu'il a déjà zappé la partie je grogne pour prévenir ma maîtresse ? Disons qu'il a sûrement dû commencer par cette partie-là, mais c'était il y a bien longtemps. D'accord. Maintenant, il prend plus de gants, il défend coûte que coûte ce qu'il a trouvé. Qu'est-ce qui le motive à ce point ? C'est quel type de choses qu'il défend autant que ça ? Alors, après, voilà, tout ce qui, quand vous disiez expliquer justement pour les auditeurs à l'intérieur, la gamelle ou les jouets, avec moi. La gamelle, j'ai eu un peu de problème, j'ai monté un peu le ton. Il a compris que, en fait, si je voulais intervenir, c'était rien de négatif, au contraire. Donc maintenant, avec moi, j'ai aucun problème à l'intérieur. Par contre, quelques amis ou ma famille, c'est même pas la peine, il n'y a que moi. Voilà, il a fait une bulle avec que moi, et moi je t'autorise, mais les autres, c'est non. C'est déjà bien, hein. C'est déjà un grand progrès que vous ayez obtenu ça de lui. Et pour le coup, il faut toujours procéder par étapes et être très pragmatique. Si ça fonctionne avec vous, c'est bien parce que ça permet de sécuriser ce moment-là, mais ça sert à rien d'essayer que ça fonctionne avec d'autres. En plus, il a 8 ans et demi. Donc il y a quand même des attitudes et des habitudes qui sont très bien installées. Donc il ne faut pas prendre de risques avec d'autres personnes. Oui, et puis c'est vrai qu'on a eu on était un petit peu en conflit pendant les, on va dire 3-4 premières années. Donc du coup, on a pris le temps en fait d'apprendre à se connaître et à se faire confiance. D'accord. Et c'est grâce à cette confiance que j'ai ces autorisations. D'accord. Et alors à l'extérieur, qu'est-ce qui suscite le problème ? Alors, on peut jouer avec tout, n'importe quoi, une pomme de pain, un bâton, peu importe, on s'en moque. Mais dès qu'il va sentir de la nourriture, et
Qu'est-ce qui le motive le plus? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui l'attire? J'en ai aucune idée. Mais son nez va faire « Ah tiens, je sens un truc à manger. » D'accord, donc c'est systématiquement de la nourriture. Ah, systématiquement. Là, encore ce matin, j'ai monté le ton en disant maintenant ça suffit, on rentre. Sinon, parce que sinon, j'étais partie pour. Là, en fait, si je dois vous donner un conseil très pratique, Claire-Lise, par rapport à ça, c'est déjà, ne jamais vous mettre dans une situation de danger qui va entraîner une morsure parce que vous connaissez visiblement bien votre chien, donc vous devez faire attention. L'usage de la muselière, ça peut être une solution, mais c'est une solution qui règle pas le problème de fond, en fait. C'est une solution qui empêche la morsure, ça vous l'avez bien compris. Ce que vous devez essayer de faire, je dis bien essayer parce qu'il faut être très humble par rapport à ce genre de situation, surtout quand elle est installée depuis longtemps, c'est de trouver quelque chose qui va le surmotiver, qui va le motiver davantage que l'élément extérieur, la nourriture extérieure qu'il va vouloir défendre. Et ça va vraiment dépendre de votre chien. Donc essayez, lorsque vous vous promenez à l'extérieur et que vous savez que vous allez potentiellement être confronté à cette situation, essayez d'avoir avec vous cet aliment, parce que je pense que ce sera un aliment, cet aliment qui a un intérêt supérieur à tout. Ça peut être, je vous dis n'importe quoi, des bouts de saucisses, vous savez, les petits knackis, là, des choses comme ça, qui ont un goût très fort, très parfumé, que les chiens peuvent adorer. Ça peut être autre chose. Trouvez vraiment ce qui va donner envie à votre chien de détourner son attention de la ressource qu'il souhaite défendre pour revenir vers vous. Et à ce moment-là, lorsqu'il lâche la ressource qu'il veut défendre pour revenir vers vous, vous le récompensez avec cet aliment qu'il va préférer parmi tous les autres aliments. Et c'est le seul moyen que vous allez avoir pour justement l'influencer et éviter qu'il défende ses ressources. C'est vraiment ça qu'il faut arriver à mettre en place. Est-ce que, selon vous, il y a quelque chose qu'il va aimer vraiment très très fort ? Moi, la seule chose qui le fait totalement kiffer à la maison, c'est les oreilles de cochon. Mais je vais pas me promener avec une oreille de cochon. non, mais ça, c'est l'aliment qui le fait kiffer à fond. Eh bien, écoutez. Je lui donne une oreille, c'est « Mon Dieu, il va à sa place, il la mange ». Alors, eh bien, si vous allez vous promener, pas tous les jours, mais au début, vous allez vous promener avec une oreille de cochon et voir comment il réagit lorsque vous êtes confronté à cette situation. Quand vous serez confronté à la situation, vous l'appelez, vous essayez d'attirer son attention, vous lui montrez cette fameuse oreille de cochon, vous n'allez pas vers lui, vous le faites venir à vous avec cette oreille de cochon. Et là, vous le récompensez. Et bien sûr, vous poursuivez votre chemin pour qu'il ne retourne pas aussitôt à la ressource, à l'aliment qu'il avait trouvé et qu'il a envie de manger après l'oreille de cochon, parce que sinon, on a tout perdu. Alors là, vous dites vous le récompensez, mais je le récompense en lui donnant un bout d'oreille ou on lui récompense? D'accord. Vous le récompensez. Vous récompensez le fait qu'il ait abandonné l'aliment qu'il avait trouvé par une autre nourriture et qu'il soit venu à vous. Donc vous récompensez deux attitudes que vous avez cherchées. 1, l'abandon de la nourriture. 2, le fait qu'il vienne à vous en poursuivant son chemin. Ok ? Oui, essayez de mettre ça en place, Claire-Lise, et puis rappelez-nous pour nous dire comment ça a fonctionné. Merci Claire-Lise, je suis désolée, je suis obligée de vous interrompre pour poursuivre le fil de l'émission, mais essayez vraiment de mettre tout ça en place et donnez-nous de vos nouvelles surtout. Merci d'avoir pris ma question en compte. Merci à vous. Allez, on marque une courte pause et après, on va parler de chiens de traîneau. Ce soir, aujourd'hui, nous allons donner la parole à 2 passionnés de courses de chiens de traîneau. Tout d'abord, Annabelle Lascarcane. Bonjour Annabelle. Bonjour. Annabelle, vous êtes l'organisatrice de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. C'est la 18e édition de cette immense course de chiens de traîneau. Et cette année, vous avez une nouveauté puisque vous initiez une version jeune. Tout à fait. Une nouvelle course voit le jour pour les mushers de 12 à 17 ans qui sont rattachés au pôle espoir de la Fédération française des sports de traîneau. Et donc sur l'étape de demain, à Bessan, donc demain dimanche 16 janvier, à 10h, les jeunes mushers vont parcourir une boucle d'environ 11 km sur le magnifique terrain de jeu qu'offre Bessan, avec un pool de 4 à 6 chiens autorisés sur la course. Et donc chaque musher sera autonome, en tout cas sur
son matériel. Et justement, nous avons souhaité donner la parole à une jeune, comment on dit d'ailleurs, meucheuse, ça se dit ça ? Une jeune meucheuse, tout à fait. D'accord, très bien. J'étais pas sûre du féminin de meucheur. Donc à une jeune meucheuse qui s'appelle Faustine. Bonjour Faustine. Bonjour. Merci beaucoup Faustine d'être avec nous. Faustine, vous avez quel âge ? J'ai 17 ans. 17 ans. Et donc, vous êtes la capitaine du groupe Pôle Espoir de la Fédération française de sport de traîneau. Vous allez participer donc à cette épreuve de la Grande Odyssée réservée aux jeunes meucheurs. D'où vous vient cette passion, Faustine, pour les courses de chiens de traîneau ? Alors principalement, moi je pratique donc le monochien, donc c'est quand on fait mais avec un seul chien, donc je fais du canicross. Oui. Et justement, donc la FFST, la Fédération française des sports de traîneau, nous a proposé d'essayer donc le chien de traîneau. Donc nous avons fait un stage et nous avons de suite adoré. Donc quand on nous a proposé de participer à la Grande Odyssée, qui est une grosse course, nous avons de suite accepté et c'est un honneur de participer. Et après, en espérant plus tard faire avec nos propres chiens. J'imagine que côtoyer les meucheurs qui viennent vraiment des plus grands pays du monde qui pratiquent les courses de chiens de traîneau, ça va être aussi un moment très particulier pour vous, même si vous ne faites pas les mêmes épreuves. Ah mais c'est même un honneur de pouvoir rencontrer des gens qu'on voit souvent même à la télé ou sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux en France à participer, à pratiquer les courses de chiens de traîneau parmi les jeunes ? Alors actuellement en Pôle Espoir, il y en a 2 qui pratiquent régulièrement et qui sont meucheurs. Après, personnellement, je ne sais pas exactement combien de jeunes pratiquent, mais il doit y en avoir bien une dizaine. Bon, on va redonner la parole à Annabelle Lascarcam. Annabelle, donc grand rendez-vous pour cette course Espoir, c'est demain, c'est à Bessan et ça démarre à 10h, c'est bien ça ? C'est bien ça démarre à 10h. On a hâte de pouvoir accueillir ces jeunes qui seront peut-être les futurs meucheurs aussi de demain. Bien sûr. Donc, c'est aussi dans cet esprit de les accompagner en tout cas sur la pratique qu'on a voulu avec le président de la Fédération française des sports de traîneau, Frédéric Borget-Fernet, pour cette première édition, l'Odyssée des Espoirs. Parce qu'on estime également que nous, en tant qu'organisateurs d'une course importante comme la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, on a un rôle aussi finalement d'accompagner les jeunes meucheurs, de faire vivre la pratique et donc de les accompagner et de les aider en tout cas dans l'évolution. Annabelle, on donne rendez-vous à tous les auditeurs de Sud Radio qui seront dans la région demain à Bessan à 10h pour le départ et puis la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, ça dure jusqu'au 19 janvier, c'est la 18e édition. Il y a environ 600 chiens qui prennent le départ de cette course, un très très bel événement à suivre. Voilà, c'est la fin de vos animaux. Merci à tous mes invités d'avoir participé à cette émission et merci à vous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.